Voilà. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire Bella Ciao qui qui va porter aujourd'hui sur la transition intérieure et le pouvoir d'agir au service de nos transitions. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Laurent Motte qui va nous partager son expertise. Donc, Laurent est accompagnateur en transition et est également intervenant chez Bella Ciao. Donc, je partage actuellement mon écran pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations. Et je vous propose de commencer dès à présent. Donc, nous allons pouvoir traiter un petit peu du contexte sur ce sujet pour qu'on puisse vous poser quelques points globaux de contexte. Également évoquer les concepts qui nous lient toutes et tous. On partagera avec vous les astuces gagnantes pour y arriver. Et nous pourrons consacrer un moment d'échange sur les questions-réponses. Et donc, nous avons à peu près 45-50 minutes pour que nous puissions répondre au timing que nous avions évoqué sur cette pause déjeuner. Voilà. Donc, en préambule, eh bien, écoutez, on va se présenter. Donc, moi, je suis Alexandra Lavarello. Je suis fondatrice de l'agence Bella Ciao que j'ai créée il y a maintenant 5 ans. C'est une agence qui est spécialisée en communication responsable et communication donc RSE, RSO, responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Je suis à titre personnel passionnée par les enjeux environnementaux et sociétaux de notre humanité. Et je suis convaincue qu'il y a énormément de choses et de défis sur lesquels nous devons nous remonter les manches et des choses qui se voient et des choses qui se voient un peu moins, qui relèvent aussi de nos intérieurs personnels. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui un ensemble d'experts avec qui nous travaillons pour pouvoir accompagner les entreprises et les territoires dans leur transition. Experts dont fait partie également Laurent. Et donc, nous avons une antenne qui est à La Rochelle, une antenne à Metz. Nous ouvrons une antenne au Sable d'Olonne cette année. Et voilà. Alors, attendez, en plus, alors, bonjour la technique. Personne ne rigole sur la technique. Hop, voilà, je repasse sur mon support. Et donc, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Laurent pour parler de ce sujet qui me tient extrêmement à cœur, puisque je suis convaincue que c'est un des leviers de nos actions collectives. Laurent, je t'en prie, je te passe la main pour te présenter. Oui, merci Alexandra. Ouais, bonjour à toutes et tous. Moi, je connais déjà Christelle et Aline, c'est sympa. Oui, moi, ça fait 15 ans que je suis indépendant et que j'accompagne sur l'humain, voilà, le facteur humain dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et donc, comment amener des transitions. Et depuis quelques années aussi sur les transitions environnementales, puisque je suis convaincu que pour transformer notre monde d'aujourd'hui, que ce soit sociétal ou environnemental, on a besoin d'une transformation individuelle et une transformation collective. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé Estrella Conseil. J'accompagne sur 2 piliers qui sont la conscience et l'action. Voilà. On marche mieux sur 2 jambes en équilibre si on a une jambe de conscience un peu plus grande, conscience de soi, conscience des autres, conscience de son environnement, que ce soit dans son organisation ou plus largement sur la planète et aussi comment on peut marcher sur une jambe d'action, voilà, pour nous mettre en mouvement, agir et contribuer à quelque chose. Voilà, donc je ne vous détaille pas tout là maintenant, mais la majorité de mes actions concernent du coaching, donc de l'accompagnement individuel ou collectif pour transformer des comportements, de l'accompagnement autour du bien-être aussi, de la sérénité, de l'accompagnement en facilitation pour emmener des équipes, pour embarquer, pour vraiment créer cette dynamique collective. Et puis aussi toute une partie qui est consacrée à la pleine conscience. Voilà, comment avoir plus de conscience de soi, des autres, de la planète. Et donc ça concerne. C'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Alexandra. Voilà, ces 2 jambes, conscience et action, les 2 ensemble, qui nous mettent en mouvement. Voilà. Super, merci beaucoup Laurent. Donc voilà, on va déjà faire un petit point de contexte sur des choses que l'on partage et qui nous semblent indispensables
de poser. Je pense que si vous êtes aussi connectés aujourd'hui, ce sont des sujets qui vous touchent et sur lesquels vous êtes sensibles. Donc, que vous soyez en fonction de vos structures engagées à un certain degré, en tout cas de niveau de transition, que ce soit sur un territoire ou une entreprise. Mais en tout cas, les constats globaux sont aussi que voilà, les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés nécessitent d'être dans l'agilité. De manière globale, hein, notre humanité évolue et elle est agile, et d'autant plus avec les enjeux du réchauffement climatique, entre autres. Il y a une prise de conscience, mais après, voilà, il y a des freins, et ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont identifiées. On a ce chiffre qu'on souhaitait partager avec vous, qui est issu d'un rapport Eurobaromètre, qui évoque qu'il y a 75% des Européens mais qui sont seulement 30% à déclarer pouvoir parvenir à à s'engager dans des actions environnementales, mais ils sont seulement 30 à y arriver, à vraiment pouvoir s'engager, parce qu'ils ont des enjeux, des obstacles personnels ou structurels. Donc, ça, c'est un point qui dénote que vous avez des problématiques qui sont bloquantes, inhérentes à soi, et que 80% des actions climatiques qui sont les plus impactantes, elles nécessitent des changements de comportement individuels et collectifs qui vont être nécessairement alignés sur les valeurs personnelles. On le voit beaucoup auprès des personnes avec qui on travaille et que l'on accompagne. Ce sont la plupart du temps des gens qui sont vraiment engagés et qui sont convaincus, qui mettent beaucoup d'énergie pour emmener les personnes, les citoyens, les managers, les comités de direction pour adhérer à tous ces changements. Mais il y a vraiment aussi des ajustements sur les valeurs personnelles, et parfois les personnes ne partagent pas ces valeurs-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses inhérentes à l'intérieur des personnes. Et quand il y a une stagnation, ce n'est pas forcément la structure ou l'énergie ou l'argent qu'on y met, mais ça peut être aussi lié à des blocages individuels et ou collectifs qui font que ça ne progresse pas, ou la stratégie n'avance pas, ça stagne et on voit qu'il y a des blocages. Donc, ça, ce sont des choses qui sont essentielles, et on le constate aussi auprès des élus locaux. Hein, c'est des points qu'on partage avec certains élus. Là, vous avez une citation qui a été reprise chez Horizon Public, mais des élus qui se sentent seuls face à l'impératif et à l'urgence de la transition écologique. Cette solitude, c'est quelque chose qui est vraiment un phénomène de société aujourd'hui, hein, que vous soyez alors là pour le coup élu, ou que vous soyez responsable RSE, que vous soyez dirigeant d'une TPE-PME. Enfin, en tout cas, si vous avez des choses sur lesquelles vous avancez, mais que cette énergie elle est bien trop forte pour vous sentir suivi face aux défis qui sont les nôtres en termes de transition écologique, c'est très difficile. Voilà. Donc après, le sujet, c'est comment on se songe soi au service de cette transition. Et c'est tout l'enjeu de ce que l'on va évoquer aujourd'hui avec Laurent. Et Laurent, je vais te passer la main pour que tu puisses partager avec nous quelques concepts qui peuvent être très éclairants sur ce changement intérieur. Laurent, tu es toujours là? J'ai un truc technique qui ne va pas. Tu es là, Laurent? Laurent, on ne t'entend pas. Ah. Problème technique. Tu nous entends, Laurent, ou pas? Très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Eh bien oui, je t'entends. Allez-y, je te laisse la main. Super. Alors, donc, on parle donc de facteurs humains, et ce que je vous exprimais, c'est que je vais vous parler un peu de concept et puis aussi d'un exemple très concret. Voilà, je vais vous parler de bière et de brasseur, puisque j'habite à Lille et que voilà, j'interviens dans la France entière, mais c'est intéressant aussi de parler d'un exemple concret pour que vous puissiez voir ce que ça veut dire, ce facteur humain dans une entreprise ou une organisation ou une collectivité locale. Voilà, donc, on va parler du facteur humain, et je voudrais vous proposer un petit exercice tout simple pour démarrer. Est-ce que vous pourriez prendre vos deux mains et puis entrecroiser vos doigts? C'est tout simple. Vous prenez vos deux mains, vous entrecroisez vos doigts et vous regardez. Et normalement, vous pouvez avoir un pouce au-dessus de l'autre. C'est logique si vous entrecroisez vos doigts.
Et a priori, les femmes ont plutôt le pouce gauche au-dessus et les hommes le pouce droit au-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, je suis le seul, mais moi j'ai le pouce droit au-dessus. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez le pouce gauche au-dessus. Et en fait, c'est ça dont on va parler, c'est-à-dire qu'il y a un facteur humain. Et si je vous demande maintenant de recroiser vos doigts, mais de mettre l'autre pouce au-dessus, eh bien, c'est moins facile. Ça demande un peu de réflexion, un peu de concentration, et un petit peu d'attention et de conscience, parce que dire oui, naturellement, je vais mettre le pouce droit au-dessus ou le pouce gauche au-dessus, et si on me demande d'inverser, tout de suite, ça bloque un peu. Et on est en plein dans le sujet. C'est-à-dire que si vous accompagnez, si vous avez des transformations dans vos organisations à faire, si vous devez emmener des collègues, des confrères, des collaborateurs à bouger collectivement pour amener des transitions et des transformations, et si vous-même vous devez le faire, ça demande un autre état, parce que on sort de nos habitudes et nos conditionnements. Et donc, si on passe le slide suivant, moi, je vous propose de faire quelque chose d'assez simplifiant et en même temps éclairant. Ça fait plusieurs années que je vous l'ai dit, je travaille sur ce concept de conscience et d'action. Et donc, j'ai de plus en plus modélisé ça d'une manière assez simple, mais qui peut-être est éclairante pour vous avec deux axes. Le premier axe, qui est un axe vertical que vous voyez ici en vert, qui exprime l'axe de l'être. Quand je suis, moi, en tant qu'entité, en tant qu'individu, en tant que personne, je suis, on va dire, dans cet axe de verticalité et qui va plutôt être un axe qui est tourné vers moi. Ça va me permettre d'être plutôt recentré sur moi. Et ça va me permettre d'aller explorer mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes intuitions. Enfin, il y a énormément de matière et d'éléments que je vais pouvoir aller explorer simplement parce que je rentre en moi et je vais être en moi. Et on va avoir besoin de ça pour les transitions et les transformations. Le deuxième axe, c'est l'axe horizontal. C'est un axe de mouvement, d'action qui nous met dans l'agir. C'est pour ça qu'il est horizontal et qui nous projette dans le futur. Et cet axe-là, c'est ce qui va plutôt me sortir de moi, qui va me mettre en action, me mettre en mouvement, me faire bouger. Un exemple tout simple, si vous écrivez une lettre d'amour, et j'espère que vous en faites beaucoup, vous allez plutôt être dans un axe vertical. Quand je vais écrire à la personne que j'aime, je vais bien sûr penser à elle, mais je vais aussi être attentif à mes sentiments, à mes émotions, à la vibration des mots que j'écris, qu'est-ce que ça provoque en moi. Je vais peut-être ressentir à des moments, même physiquement, des sensations, tandis que j'écris tel ou tel mot dans ma lettre pour elle ou pour lui. Et finalement, je suis plutôt à l'intérieur de moi. Le contre-exemple, c'est de dire, si vous écrivez un mail professionnel, et vous l'avez peut-être fait encore ce matin, vous allez écrire un mail à une personne et vous allez plutôt vous projeter dans cette personne. Est-ce que je lui ai donné toutes les bonnes informations? Est-ce qu'il va comprendre ce que je lui ai dit? Est-ce que je lui parle de tel ou tel sujet? Quand vous allez relire votre mail, vous allez vous mettre à sa place pour voir comment il comprend. Et donc, c'est intéressant de voir que ce double aspect d'être en soi ou de sortir de soi nous amène dans un état différent. Et ce qui est intéressant, puisqu'on est là aussi, le sous-titre de cette intervention, c'est libérer les potentiels. Et en fait, on est dans notre plus grand potentiel quand on est au point d'énergie vitale, que vous avez ici représenté en rose, là, il est écrit point d'énergie vitale flow. C'est ce croisement entre l'être et l'agir. Quand vous êtes à ce point d'intersection entre les deux, c'est là qu'on est dans notre plein potentiel. Mireille Csikszentmihalyi, c'est difficile à dire, mais a beaucoup travaillé dessus depuis 2006 et il appelle ça le flow, un espèce de second souffle, un espèce d'état second où on est tellement dans l'action, dans le faire, dans l'agir et tellement à l'intérieur de soi, dans sa pleine présence, sa pleine puissance, qu'il y a un flow. Sauf que ce flow, c'est pas facile de l'avoir tout le temps. Et donc, on va voir ensemble comment on peut avoir les maximums d'éléments pour être dans ce flow. On passe le slide suivant qui va vous montrer que j'ai pris des métaphores pour vous expliquer ça. La première, c'est l'arbre. L'arbre, ça va être notre axe vertical d'être. L'arbre, il est ancré dans le sol, il est stable, il est statique, donc il n'y a pas de mouvement, et pourtant il est vivant. Il est ancré dans ses racines, et si on prend l'analogie avec l'être humain, on pourrait dire que les racines, c'est notre histoire, c'est là d'où je viens. La racine, c'est d'où je viens, mon environnement familial, socio-économique, mon environnement dans lequel j'ai été éduqué, les valeurs que l'on m'a transmises, le transgénérationnel qui m'a donné beaucoup de choses. Voilà.
ça va être un peu notre ancrage, nos racines qu'on a besoin de connaître. Le tronc qui s'élève, c'est mon expérience de vie depuis tout petit, depuis l'enfance. Et ce tronc m'a construit aussi dans mes expériences avec des blessures, avec des joies, avec différentes époques vécues dans ma vie qui ont peut-être laissé des traces sur mon écorce ou alors qui m'ont construit une écorce. Jung nous parle beaucoup de ça avec le masque, comment je me construis un masque social pour me protéger et en même temps comment à l'intérieur de l'arbre, il y a toute cette sensibilité qui est là et que je peux exploiter. Et puis la canopée, les feuilles, qui sont la symbolique du sens, de la mission, de la connexion au divin, au ciel. Et voilà, donc on peut caractériser ça pour nous comme c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma finalité, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui m'anime. Donc on peut aller explorer tout ça à travers cette métaphore de l'arbre qui est donc pour nous l'être. La deuxième métaphore, c'est le bison. Alors, le bison, j'adore parce que c'est un animal très prosocial qui vit en troupeau, en collectivité. Le bison est toujours en mouvement, donc ça va être c'est ce qu'on pourra caractériser dans notre agir. Et le bison aussi, c'est le symbole de l'abondance. Chez les peuples amérindiens, quand ils tuaient un bison, ils avaient de quoi se nourrir, ils avaient de quoi se loger, ils construisaient leur tipi, ils avaient de quoi construire leurs armes avec les os, avec les tendons, ils avaient de quoi aussi construire leurs objets de culte. Voilà, le bison apportait une abondance et donc l'action, agir, va nous donner cette abondance-là, matérielle, qui est importante aussi. Et donc, on pourrait se caractériser en disant finalement, vous là qui m'écoutez, est-ce que par nature, spontanément, vous dites tiens, moi je suis plutôt arbre, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'introspection, qui est dans la réflexion, qui est dans plutôt tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, plutôt avant d'agir, de réfléchir à toutes les conséquences. Donc vous êtes plutôt arbre. Ou est-ce que votre nature profonde est plutôt d'être bison, de dire non, moi j'y vais, j'agis, je réagis. Donc c'est intéressant de voir comment dans nos transitions, on peut être naturellement plutôt vers l'un ou vers l'autre, et comment on peut corriger, adapter, modifier ça pour être plus juste et plus dans notre plein potentiel. Voilà. Donc si on reprend notre petit schéma là, en avançant d'un slide, on se rend compte que l'élément qui peut-être sera plus éclairant pour vous, et je vais vous en parler, c'est de prendre un exemple très concret. Et dans les conférences que j'anime pour sensibiliser les personnes ou dans les ateliers que je mène, on peut prendre différentes thématiques comme ça. Donc, il peut y avoir des thématiques sur le temps, là je vais vous en parler. On peut prendre des thématiques sur les émotions, on peut parler de la communication, on peut parler de la décision et du discernement, on peut parler du savoir et de la connaissance. Et à chaque fois, on peut rapprocher ça des deux axes. Voilà. Donc, si peut-être revenir en arrière, Alexandra, voilà, pour le rapport au temps, c'est intéressant que je vous parle, je vous donne l'exemple du temps. Si on prend le temps, ça sera une des thématiques, il y en a plusieurs, mais on y reviendra après. Voilà. Le temps. Si je reprends le temps sous ces deux axes, eh bien, nous, on a une notion du temps. Chez les Grecs, il y a trois notions du temps. Le chronos, l'aion et le kéros. C'est intéressant parce que le chronos, c'est plutôt le temps que nous utilisons habituellement, c'est un temps linéaire. Un temps qui est représenté souvent par une flèche horizontale où il y a un début, il y a une fin. Ça nous vient de la Bible. Dans la Bible, il y a cette chronologie-là où l'homme naît, il a sa vie et il va mourir pour aller au paradis. Donc ça nous emmène vers. Il y a l'aion chez les Grecs. L'aion, c'est l'instant présent. C'est l'instant du moment, ici et maintenant. Et c'est aussi la succession des instants présents qui crée les cycles. Le cycle lunaire, le cycle du jour et de la nuit, le cycle menstruel chez la femme, le cycle des saisons. Donc les Grecs avaient un deuxième nom pour explorer ce temps de l'instant présent qui se succède d'instant en instant et qui crée des cycles. Et le lien entre les deux, c'est le kéros. Et les Grecs avaient aussi un temps de kéros qui est le temps juste, le temps pour l'action juste, le bon moment. C'est pour ça que la petite image que vous avez là, le kéros, il a une touffe de cheveux. On disait chez les Grecs que tu attrapes le kéros. Quand c'est le bon moment, tu chopes le kéros par les cheveux et c'est là qu'il faut agir. Si tu agis au mauvais moment, eh bien, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, tu ne vas pas être dans ton plein potentiel. Donc, si on regarde le slide suivant, on va s'apercevoir qu'on peut classer ces trois temps selon les axes que je vous propose.
en disant le temps du chronos, eh bien sûr, c'est le temps de l'axe horizontal. C'est un temps qui est mesuré, compté, c'est notre temps des horloges. On a le temps de l'aion, qui est le temps de l'instant, ici et maintenant. Et si vous pouvez là choisir simplement de prendre une ou deux respirations en conscience, de vous reposer dans cet instant, de relâcher les épaules. Ok, je suis là maintenant dans cet instant présent. Et qu'est-ce qui se passe en moi? C'est un temps de recentrage naturel, juste en prenant la conscience de l'instant présent. Et puis le lien des deux, c'est le kéros. C'est-à-dire, si c'est le bon instant présent et si j'ai le bon chronos qui s'aligne, là, c'est le temps parfait, c'est le temps de l'action, c'est le temps juste pour être dans ma pleine puissance, mon plein potentiel. Avant, c'est pas la peine, après, c'est trop tard. Donc, ce qui est intéressant là pour nous, dans notre plein potentiel et dans libérer nos énergies pour la transition, c'est qu'on voit qu'il y a ce troisième axe qui apparaît, qui est cet axe qui fait le lien entre l'axe d'être et l'axe d'agir. Donc, si on passe le slide suivant, vous allez voir que je l'ai représenté comme ça, en disant finalement, notre enjeu individuel et notre enjeu collectif, quand vous êtes dans une équipe, dans une organisation, c'est d'emmener les personnes, de nous emmener, nous, dans cette spirale qui jongle entre l'être et l'agir. Si vous n'êtes que dans l'agir, vous allez être en permanence en action-réaction. Et à un moment, vous pouvez vous épuiser, vous pouvez vous fatiguer, ou vous pouvez œuvrer sans cesse. Si vous n'êtes que dans l'être, vous allez avoir une très bonne conscience, un très bon alignement, une très belle présence, mais ça ne va pas produire grand-chose finalement autour de vous. Et donc, l'axe que j'ai représenté ici, je l'ai plutôt mis sous forme d'une spirale. On va s'amuser à jongler avec la vie, à jongler avec ce être et cet agir dans cet indicateur, cette énergie-là qui est la joie. Et je vous invite, vous qui écoutez, à vous dire, mais dans quel moment je suis pleinement en joie? Ça vous demande d'être à la fois dans de l'action et à la fois dans de l'être. C'est une forme de flow, mais comme le flow, c'est difficile de l'avoir en permanence, de jongler dans cette spirale, vous pourrez créer vraiment les conditions pour être dans la joie. Et là, je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis très engagé sur la transition avec la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, où d'ailleurs, j'ai rencontré Alexandra, parce qu'il y a des intervenants de Bella Ciao qui interviennent dans les CEC. Les CEC, ça accompagne des entreprises, des dirigeants à transformer leur modèle d'affaires pour être à visée régénérative. Donc, c'est une grosse ambition. Et moi, à un moment, je me suis, en tant que contributeur, en tant que responsable programme, en tant que coach, etc., je me suis un peu épuisé. J'étais trop bison. Je voulais tellement que les dirigeants bougent, changent, agissent. Je me disais, mais c'est incroyable, ils ont un pouvoir, ils peuvent changer les choses. J'ai mis une énergie de fou dans mon bison. J'ai oublié mon arbre. Et à un moment, j'ai perdu la joie. Et c'est ce rééquilibrage-là qui est intéressant à faire, de dire à des moments, tiens, mais qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi mes indicateurs? C'est quoi mes émotions? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la fatigue? Comment je rééquilibre? Comment je jongle avec la spirale? Et donc, on va aller déployer un petit peu ça, quelques instants. Parce que, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou après, on aura un temps de questions. Donc, si on passe au slide suivant, voilà, ce qui est intéressant d'aller explorer, et là j'ai 20 minutes, donc c'est court, mais la conférence d'habitude dure 1h30, et je vais explorer différentes thématiques sur ces deux axes et sur cette spirale. Dans les thématiques, par exemple, on pourrait se dire, il y a la spiritualité. Là, je vous ai mis 4 mots, spiritualité, conscience, intention, objectif. Finalement, la spiritualité, on pourrait dire, c'est très grand, c'est du domaine du divin. On peut toucher aux religions, dans le sens religieux, qu'on soit athée ou pas. Mais ça peut être simplement donner du sens. Quel sens je donne, moi, à mon action et quel sens je donne à mes collaborateurs, mes collègues, à l'action que nous menons. Ça permet d'entrer dans cet axe de joie, d'avoir du sens, savoir où je vais et où on va. Et donc, régulièrement, revisiter le sens. Ça peut être, si on se met bison, l'objectif. Vers quoi vous allez? C'est quoi votre objectif? Comment vous construisez un objectif significatif, entendable, acceptable, habitable, enfin voilà. Tout ce qui concerne vraiment cet aspect du bison qui sait ce qu'il doit atteindre. À l'opposé, on peut amener de la conscience. C'est-à-dire que créer des espaces dans l'organisation, dans les équipes, pour que les gens puissent parler, échanger, dire où ils en sont,
partager leurs émotions. Ce qui permet vraiment là d'amener plus de clarté et plus de transparence au sein, pour soi d'abord, et puis au sein de l'équipe. Et puis, si on prend cette spirale, on voit que le lien entre l'objectif et la conscience, c'est l'intention. C'est essentiel, l'intention. J'enseigne la pleine conscience et je peux vous dire que quand on médite, on n'a aucun objectif. Si vous mettez un objectif, vous mettez de l'attention. C'est immédiat. Vous devenez bison. Si vous parvenez à dire « je mets un objectif et j'amène une conscience », qui va amener de l'ouverture, de l'espace, de la créativité, vous allez être dans l'intention. Et là, vous allez gagner votre plein potentiel et votre puissance. Et donc, ces autres thèmes, là, je ne vais pas tout explorer, mais on peut explorer la communication, comment je communique. Est-ce que j'utilise des verbes d'état? Voilà, il y en a plusieurs ici, on a mis. Les émotions, la communication, voilà, verbe d'état, verbe d'action. Ça nous met dans deux positions différentes. Les émotions. Est-ce que je suis plutôt dans des émotions qui vont être ressenties pleinement, complètement, accueillies, ou est-ce que je vais plutôt être en frein, en opposition aux émotions? Est-ce que je vais plutôt essayer de résoudre et de solutionner mes émotions? Voilà. Les modes d'action, est-ce que je suis en proaction ou en réaction? Proaction, c'est plutôt l'axe de l'être, réaction, l'axe du faire et de l'agir. Le savoir et la connaissance, par exemple, c'est intéressant le savoir et la connaissance. Est-ce que j'ai une connaissance intuitive? Est-ce que je sens les choses? Est-ce que je ressens? Tiens, je ressens que je dois plutôt aller à droite ou à gauche. Ou est-ce que j'ai plutôt une réflexion cognitive, une connaissance qui est par le savoir, l'apprentissage, la réflexion? Et les deux peuvent se mixer dans notre spirale de puissance. La décision, le discernement, l'autonomie, la responsabilité, le leadership, comment j'engage, comment j'embarque mes équipes. C'est quoi un leader inspirant? C'est quelqu'un qui jongle entre les deux axes. Si je ne suis qu'un leader bison dans l'action, je vais peut-être emmener mes équipes, mais à quel prix, à quel coût, avec quelle vitesse? Tandis que si je suis uniquement un leader inspirant, ça ne va peut-être pas suffire à mettre en œuvre. Et donc, on va pouvoir comme ça travailler sur des ateliers qui vont permettre aux équipes de partager, d'échanger, de mettre en place des plans d'action qui leur permettent de gagner leur pleine puissance et de créer les éléments de leur transformation du facteur humain pour la réussite des projets. Voilà ce que je voulais un peu vous détailler là maintenant dans ces concepts. Je ne sais pas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Ce qui est intéressant, ce que je vous invite à faire, c'est vous, par rapport à votre propre expérience, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, c'est comment vous faites des liens avec ce que je vous raconte. Et puis, je voudrais passer à des petits trucs ou astuces après les concepts, de vous dire, mais comment vous pouvez déployer ça. Alors, il y en a une, il y a une image et qui est un élément du végétal que je vous propose là, qui est le bambou. Moi, j'adore, je travaille beaucoup sur cette symbolique-là. Et quand je fais des conférences, j'offre un morceau de bambou à tous mes participants pour qu'ils repartent avec. Parce que le bambou est vraiment éclairant sur cet aspect de l'être et de l'agir et de notre spirale de plein potentiel. Le bambou est un végétal qui a beaucoup de qualités et aussi des défauts, mais parmi ces qualités, il a une capacité de croissance rapide. Et souvent, c'est ce qui nous intéresse dans le monde d'aujourd'hui, où Alexandra, tu as parlé d'agilité. L'agilité nous impose de dire, dans un contexte parfois défavorable ou dans un contexte qui peut être un peu turbulent ou incertain. Voilà, vous connaissez sûrement le monde VICA. Donc, c'est tout un contexte et ça devient de plus en plus comme ça. Enfin, c'est ce que m'expriment des dirigeants que j'accompagne ou des équipes en disant, mais finalement, on est tout le temps en ballottage, en incertitude, parfois en tension. Et comment on peut retrouver un peu de sérénité et continuer à être dans notre croissance? Et le bambou est inspirant parce que le bambou, par sa croissance rapide, en fait, on s'aperçoit quand on regarde, c'est qu'il s'arrête. Et les petits traits noirs que vous voyez, les nœuds là, que forme le bambou, ce sont des moments de pause. Alors, on ne le voit pas à l'œil nu, mais le bambou va avoir une structure de fibres verticales entre les nœuds. Et au moment des nœuds, il va faire des fibres horizontales. Donc, moi, j'aime bien parce qu'on retrouve nos deux axes. Et donc, c'est-à-dire que le bambou, il va vraiment se consolider, se structurer pour lui permettre de croître rapidement avec ses fibres verticales et en même temps de garder le même diamètre. C'est une particularité du bambou, il a le même diamètre de haut en bas. Et souvent, c'est ce qu'on demande à nos équipes, c'est ce qu'on demande nous-mêmes à nous-mêmes, c'est-à-dire je dois toujours être au top, être au maxi.
donner tout ce que je peux, avoir toujours le même diamètre, en tout cas la même capacité, le même potentiel. Et c'est parfois difficile. Et donc, de temps en temps, c'est bon de s'arrêter, de se ressourcer, de faire le point, de plutôt se mettre dans le être que de rester dans l'action. Donc, voilà, gardez cette image en tête du bambou, des croissances rapides entre les nœuds, des stops au moment des nœuds, et on repart en croissance. Et donc, comment nous, on jongle entre être et agir. L'autre particularité, c'est que le bambou est très robuste. Et j'aime bien, moi, la notion de robustesse dans le contexte de transition, notamment la transition environnementale. Ça va être long, ça va être difficile, il va falloir beaucoup de courage et d'énergie. Le courage est une vertu du bison. L'empathie va être la vertu de l'être. Et donc, on va devoir jongler entre les deux. On va devoir trouver les conditions pour jongler entre les deux. Et le bambou peut être inspirant dans cette capacité de robustesse, de solidité. En Asie, on construit des échafaudages en bambou, donc c'est quand même un élément à retenir, de solidité. Et aussi, quand il y a des tempêtes, quand ça bouge, on voit bien que le bambou, un peu comme le roseau, peut s'adapter, peut ployer, peut bouger. Donc, il est souple. Donc, je vous passe ces deux notions, robustesse et souplesse. Et le fait d'être en capacité en permanence de jongler dans notre spirale entre l'être et l'agir nous donne cette puissance-là. Pour le faire, ça veut dire être en lien avec nos émotions, être en lien avec nos intuitions, nous mettre en capacité d'action et de faire ce qu'on appelle des rex ou des ritex, c'est-à-dire après l'action, faire le point, où j'en suis, qu'est-ce qui a bien été, pas été, quels étaient mes sentiments, mes émotions, comment je réajuste. Et donc en permanence, quand on accompagne une équipe, quand on accompagne les dirigeants, c'est toujours faire ce switch permanent entre ces deux axes. Donc, voilà pour mon bambou, donc deux notions, robustesse, souplesse, et un apport, croissance, stop, croissance, stop, croissance, stop. Retenez ça. Et on va parler un peu d'un exemple concret avec, je vérifie l'heure aussi, tout va bien. Super éclairant, l'exemple de la brasserie. À la Convention des entreprises pour le climat, donc on a recruté, nous, sur le parcours des Hauts-de-France, 55 entreprises. Et par ailleurs, j'ai travaillé précédemment aussi pour un brasseur dans l'accompagnement de ses équipes. C'est un process qui est passionnant dans la transition écologique et globalement dans la transition tout court. C'est un marché qui a énormément évolué avec l'apparition de beaucoup de micro-brasseries. Et c'est un marché qui est dominé par trois grands acteurs mondiaux de la brasserie qui dominent un peu tout le marché avec des marques très puissantes et des volumes puissants. Donc, cette dichotomie entre des tout petits acteurs locaux, micro-brasseurs, des grands groupes industriels, fait qu'ils sont confrontés aujourd'hui à des enjeux forts, parce que notamment leur métier aussi les engage sur des ressources naturelles, puisque pour faire 1 litre de bière, il faut entre 3 et 5 litres d'eau, des ressources naturelles en termes de matières premières, puisqu'ils s'approvisionnent avec du houblon, du malt, de l'orge, donc vraiment ce qui nous vient de la terre. Et donc aujourd'hui déjà, ils constatent qu'il y a des difficultés sur certaines matières premières dues au changement climatique. Et puis aussi, c'est un process industriel où il y a beaucoup, on doit chauffer, on doit filtrer. Et enfin, c'est un process dans un mode de distribution, puisqu'il faut rendre accessible la bière au grand public, avec un système de recyclage, puisque que ce soit les fûts de bière pression ou les bouteilles en verre ou les canettes en métal, en aluminium, il y a tout un processus de recyclage à enclencher. Donc, moi, j'aime bien cet exemple parce que ça prend toute la chaîne de valeur de la transition écologique auquel nous sommes confrontés et ça prend en œuvre aussi toute la chaîne de transformation des entreprises, indépendamment de l'écologie. Les brasseurs, aujourd'hui, doivent beaucoup se transformer. Et donc, si je vous parle de ça, c'est que si je prends un exemple très concret, un des brasseurs là, avec qui je discutais me dit, tu vois, moi, j'ai un problème, c'est les bouteilles en verre. J'ai un enjeu fort sur le volume de bouteilles en verre que je produis. C'est un coût pour moi, j'aimerais bien le réduire. Et pour le réduire, j'aimerais bien faire du recyclage de bouteilles. Et l'aberration, c'est que son arrière-grand-père qui a créé l'entreprise avait d'abord créé un site de recyclage de bouteilles parce qu'à l'époque, le brasseur passait dans les villages, déposait les bouteilles et reprenait les bouteilles vides et recyclait. Donc, ça se faisait déjà naturellement.
Tout ça a été arrêté dans les années 80 pour optimiser la production. Et aujourd'hui, on est en train de remettre ça en place. Sauf que quand on regarde ce processus-là, il y a plein de blocages qui ne sont pas des blocages d'organisation, qui ne sont pas des blocages financiers, qui ne sont pas des blocages, on va dire, structurels, mais qui sont des blocages humains. Les gros brasseurs, maîtrisant le sujet, disent, nous, on veut la priorité au marketing, donc on va garder nos bouteilles propres. Parce que si on fait du recyclage intensif de bouteilles, ça veut dire que tout le monde doit avoir la même bouteille pour qu'une bouteille qui est consommée à Lille puisse être recyclée et réutilisée, alors que la brasserie d'origine vient peut-être de Marseille ou de Toulon. Donc la bouteille va voyager pleine, mais une fois qu'elle sera vide, elle pourra être recyclée à l'endroit où elle a été récupérée. Oui, mais ça demande aux brasseurs de s'accorder pour avoir la même bouteille. C'est pas simple et les blocages sont psychologiques. C'est-à-dire qu'on dit, si je n'ai pas une bouteille spécifique, mes clients ne vont plus acheter ma marque. C'est psychologique. C'est un truc qu'on a créé. Donc, c'est un changement mental à faire. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le processus de recyclage des bouteilles, les communes, les villes, les communes sont rémunérées sur la collecte du verre. Donc, ça veut dire que le système qui a été mis en place est un système économique. Mais c'est un choix humain qui a été fait à un moment. Or, ça peut être changé facilement. Il y a aujourd'hui plein d'initiatives locales pour récupérer du verre, le retraiter et puis remettre en circulation des bouteilles. Et donc, on voit qu'il y a un blocage là humain dans cette transition-là qui pourrait être facilement fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'exemple du Québec où des microbrasseurs se sont réunis en disant nous, on est concurrents, on va se battre pour les mêmes parts de marché, mais on va se mettre ensemble et on va lever tous nos blocages psychologiques. Donc, on va faire du lien, si je reprends ma spirale, en disant finalement, mon action, si j'étais resté que dans l'axe du bison, j'éliminais mes concurrents et j'avais plutôt envie de garder ma maîtrise de mon marché. Si je me mets dans l'axe de l'être, je vais me dire, tiens, c'est quoi les problématiques, c'est quoi le sens, qu'est-ce que à quoi j'ai envie de contribuer? C'est un monde meilleur. Donc pour ça veut dire que je dois lâcher des choses. Et je lâche mon identité avec ma bouteille propre. J'accepte d'avoir les mêmes bouteilles que mes concurrents. Et ensemble, on va créer un écosystème d'acteurs, de concurrents. Et ils ont créé une bouteille et ils l'ont marketée, modélisée, comme une identité. C'est nous, les brasseurs indépendants, et on a notre identité avec notre bouteille. Et après, l'étiquette change. Et je trouve ça intéressant comme exemple parce que c'est une posture pour réussir sa transition. C'est pas un choix d'organisation, de structure. Et souvent, dans le message que j'ai envie de vous passer avant d'écouter des questions peut-être, c'est que dans nos organisations, qu'on soit une entreprise privée ou une institution publique, un des premiers éléments à faire bouger, c'est la culture, c'est le facteur humain. Et l'intention de cette conférence que j'anime un peu partout, c'est vraiment de dire, mais prenez conscience qu'en fait, on peut jongler entre deux axes et on peut vraiment changer nos comportements si on prend le temps d'être un peu plus conscient, de mettre plus de conscience dans ce qui nous anime, dans ce que nous sommes, dans ce qui vibre en nous, en termes d'émotions, sensations, croyances, injonctions, blocages. Et on peut lever tout ça. Et si on se met dans l'action, dans l'expérimentation pour faire et pour réajuster à chaque fois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en live là et en replay pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Laurent. Alors, avant de passer aux questions-réponses, les choses que l'on voulait partager avec vous, voilà, si vous avez déjà commencé à vous identifier, si vous étiez un peu plus bison ou arbre, et que vous voyez tout ce que cela évoque dans votre écosystème et même vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez. Donc, voilà, si aujourd'hui vous êtes un territoire, que vous êtes vous-même un acteur institutionnel et que vous avez nécessairement des parties prenantes telles que les élus, les institutionnels, les agents territoriaux, les employés, les acteurs économiques qui sont également présents sur votre territoire et les citoyens, nécessairement, voilà, et dans tout ce microcosmos qui évolue, nécessairement, il y a des bisons et il y a des arbres. Et le but, c'est aussi, pour engager ces transitions, c'est de trouver ce juste équilibre pour pouvoir aussi faciliter la transition collective et qu'elle soit réussie.
Donc, c'est en cela que on agit, nous, au quotidien et que l'on accompagne les territoires pour faciliter justement ces mises en œuvre de transition et identifier les points de blocage et faire en sorte de les lever et de les accompagner si l'on est sur de la transition intérieure ici avec Laurent. Et ça va être aussi sur des thématiques éclairantes avec des sujets d'experts vraiment très précis. Je vous en parlerai juste après. Et ça peut aller aussi sur des points de blocage qui peuvent être liés aussi à l'éco-anxiété, par exemple. Donc, voilà, c'est tous ces points-là que l'on aborde pour pouvoir lever ces blocages et pouvoir vous permettre d'être dans ces moments d'action le plus efficace possible. Si vous êtes une entreprise, eh bien, c'est exactement les mêmes problématiques, hein, puisque si vous avez aussi des parties prenantes, que ce soit au niveau de la direction, peut-être des actionnaires, des collaborateurs, les parties prenantes fournisseurs, les clients, eh bien, pour embarquer tout ce petit monde, nécessairement, il est indispensable qu'il y ait un bon ajustement des énergies et du temps. Donc, tout ce que vous a dit Laurent juste avant doit forcément faire écho sur des énergies que l'on déploie et on se dit mais je comprends pas, ça marche pas. Bah, peut-être parce que c'est pas le bon moment ou que le dosage n'est pas assez bien fait. Et donc, en tout cas, voilà, pour renforcer l'engagement des parties prenantes, tant dans leur individualité qu'au niveau collectif, eh bien, il y a des accompagnements qui sont indispensables de prévoir pour intégrer aussi vos stratégies RSE et leur mise en œuvre dans les différents échelons de la structure. Voilà, c'est vraiment des choses auxquelles il faut être sensible et intégrer pour réussir une stratégie de transition. Tout ça nécessairement est forcément bénéfique sur du long terme, sur du court terme. Et donc, voilà, nous, en tout cas, chez Bella Ciao et en lien avec nos différents partenaires et experts, on a plusieurs formats qui permettent de faciliter ces prises de conscience et ces actions, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il y a des formats conférences sur un format d'1 heure, 1 heure et demie. Il y a des présences sur une journée pour aller à la rencontre de plusieurs publics, que ce soit les acteurs. Voilà, si on prend un territoire, ça va être les élus, les acteurs économiques, les citoyens, et également les enfants. Si on est sur une entreprise, ça peut être les membres du comité de direction, les collaborateurs, managers, mais aussi des clients un peu plus ou des prescripteurs très importants. On va être aussi sur des formats visio. C'est un peu moins priorisé parce qu'on priorise le contact humain. Il va y avoir des ateliers aussi, comme voilà, vous en avez parlé aussi, Laurent. Et puis après, voilà, on a plein d'autres choses qui permettent d'accompagner pour être au plus près de cette réussite de transition. Je vous ai également mis ici l'ensemble des personnalités inspirantes avec qui nous travaillons aujourd'hui et qui peuvent intervenir. Donc, il y a toute la dynamique de scientifiques experts dans chacun de leurs domaines, que ce soit voilà, sur les glaces, l'eau, l'écologie marine, biomimétisme et énergie-climat. Et puis après, sur d'autres thèmes qui nous semblent indispensables de traiter. Et c'est en cela où je remercie encore Laurent d'avoir contribué à ce webinaire pour parler vraiment de l'intérieur et de la transition individuelle pour nourrir la transition collective. C'est un maillon qui me semble indispensable de prendre en compte. Et quand on est sur cette année 2025, grande cause santé mentale portée par le gouvernement, je suis intimement convaincue qu'il est précieux que les collectivités et les territoires s'emparent de ce sujet pour permettre de faire avancer chaque voilà, territoire, entreprise, ensemble, pour que tout le monde puisse être dans cette avancée, ce bon chronos, avec l'intention pour accéder à la joie que l'on peut souhaiter à toutes et tous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire et nous vous écoutons s'il y a des questions et des réponses. On va apporter les réponses. Alors, est-ce qu'il y a si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou des réactions suite à webinaire. S'il y a des questions dans le chat, je vais aller regarder. Je fais un petit switch technique. Ah, il y a eu des… OK. OK. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que tu as… est-ce que vous avez des questions, des réactions, peut-être? Je vous en prie, Aline, on vous écoute. Je vais repasser comme ça. On vous écoute, Aline. Merci beaucoup à tous les deux. Très intéressant, toujours très inspirant.
Moi, j'ai une question pour Laurent par rapport à ton exemple sur la CEC, ton exemple personnel. Comment est-ce que tu as fait justement pour ramener un peu plus de ton arbre dans ce projet? Qu'est-ce que concrètement tu as fait? Tu as parlé de méditation tout à l'heure. Enfin, ça me fait le lien avec ces injonctions contradictoires qu'on a beaucoup en ce moment de ralentir. Moi, je travaille chez Accenfax pour faciliter la coopération entre les entreprises. Donc, c'est aussi prendre le temps de créer du lien, etc. Donc, ça, c'est sur le temps long. Et en même temps, voilà, toutes les entreprises, les parties prenantes ont des objectifs court terme de rentabilité commerciale, etc. Donc, voilà, c'est le lien entre les deux. Et donc, ça m'intéressait d'avoir ton exemple aussi par rapport à la CEC. Comment toi, est-ce que tu as fait pour ramener un petit peu d'arbre dans les projets où il faut toujours aller plus vite et avancer plus vite? Ah oui. Et merci de ta question, Aline, parce que c'est pas facile en fait là quand quand je présente comme ça sur un slide les deux axes, souvent les gens disent ah bah oui en fait c'est assez cohérent, c'est logique, on comprend bien ce que tu veux dire. À mettre en œuvre dans la vraie vie. Moi, personnellement, quand je me suis un peu cramé, là, c'est parce que je me suis pas vu devenir bison, en fait. C'est-à-dire que les choses s'enchaînaient, les réunions s'enchaînaient, les enjeux avec les dates fixées, puisque c'est des sessions de 2 jours, donc ça s'enchaînait. L'équipe qui se constituait, donc on avait aussi forcément des ajustements à faire humains. Et en fait, je prenais pas le temps de prendre le recul en me disant mais c'est quoi les points de sable, les grains de sable dans l'engrenage là, parce que mon engrenage fonctionnait trop vite. Et c'est allé assez loin quand même. Hein. Il y a un moment, où je me disais mais j'ai plus de plaisir, j'ai plus de joie, ça me pèse, tu vois. Et puis c'est ça qui m'a alerté en fait. Je me dis attention. Donc ce que j'ai mis en place très concrètement, c'est d'abord de me dire faire un état des lieux, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui me bouffe. Et notamment, la CEC est une super organisation. Il y a 1250 entreprises engagées, il y a plus de 7 parcours en ce moment. Donc, c'est une espèce d'enthousiasme. Et en fait, mon côté arbre était très orienté sur le sens. Ça a tellement de sens ce que je fais que je suis prêt à tous les sacrifices. Et c'est là où j'ai dû revenir à de l'ancrage personnel en disant, mais émotionnellement, si j'ai plus de joie, ça va pas. Et qu'est-ce qui me prend de l'énergie ? Et donc, ce qui me prenait de l'énergie notamment, c'était tout ce qui concernait le fonctionnement d'organisation. Beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de messages sur différents types de messagerie, voilà, comme une entreprise aujourd'hui, on a tout ça, entre les mails, les WhatsApp, la messagerie interne, le Slack, voilà, tout ça, je me disais, mais moi je suis noyé, quoi. Quand je dois tout lire, tout prendre, tout amalgamer, faire les liens entre tout, etc. Et, voilà. Et donc, j'ai aussi eu la chance, et je remercie Peggy et Yves, notamment sur l'équipe programme, et puis toute l'équipe cœur de la CEC, de me reposer, de dire, attends, c'est quoi là où j'ai ma valeur ajoutée, c'est comment on peut s'ajuster entre nous. Donc, on a pris aussi des temps d'équipe, voilà, on a pris un peu plus de temps d'équipe pour poser les choses, pour réajuster. Et c'est pas du temps perdu, en fait, c'est le bambou qui s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il n'y a pas de temps d'équipe, s'il n'y a pas de temps pour poser, comment tu te sens? Qu'est-ce qui est bon pour toi? C'était quoi tes 3 grains de sable du mois dernier et tes 3 petites fleurs ou tes petites roses qui émergent en ce moment? De partager ça. C'est ça qui m'a vraiment aidé, de reconstruire ce groupe, cette équipe, et d'avoir pu déposer. Il y a un moment, moi, dans l'organisation, je pense que je fais trop d'administratif par rapport à mes compétences même, et ma valeur ajoutée. Et donc, c'est ça qui a été salvateur pour moi, de pouvoir être entendu, parce qu'on avait créé ce climat de confiance. Quand j'accompagne les équipes dans les organisations, je passe déjà beaucoup de temps à créer un climat de confiance, c'est-à-dire être capable de s'entendre, de s'écouter, de se parler, d'accepter que l'autre soit pas comme moi. Si j'ai un bison avec moi, c'est génial, je vais pouvoir utiliser la force du bison, plutôt que de me dire, lui, il est toujours à fond, il me fatigue. Top, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était compliqué, ouais, je reconnais. Merci Laurent. Moi, je vais compléter vraiment aussi sur ce sujet de tu l'as évoqué, hein, mais la capacité dans les structures à pouvoir déjà accueillir les personnes qui ont le besoin d'exprimer ça, et aussi de pouvoir, en tant qu'individu, se sentir accueilli pour pouvoir exprimer. Donc, il y a les deux postures. Il y a le fait de pouvoir entendre
qu'un collaborateur ou quelqu'un de l'équipe puisse être en difficulté et que ce soit pas mal vu et que ce soit accueilli et que de l'autre côté, la personne puisse se sentir à l'aise de pouvoir l'exprimer. Et ce sont tous les enjeux de la santé mentale que j'évoquais tout à l'heure avec tout ce programme qui facilite qui demande à être des formations pour faciliter les formations des managers, des collaborateurs pour être en capacité d'identifier si la personne, par exemple, ne l'exprime pas. Toi, Laurent, dans ton exemple, tu l'as exprimé parce que tu avais la capacité de l'exprimer et c'est une de tes grandes qualités. Mais néanmoins, il y a des gens qui peuvent avoir des blocages intérieurs pour l'exprimer et se laisser complètement enfouir dans ses émotions. Donc, il y a vraiment le terrain peut être sain dès lors qu'on peut l'exprimer, que c'est bien accueilli et que c'est bien reçu. Et voilà, donc ça, c'est extrêmement important et on a beaucoup, beaucoup à travailler dans nos organisations pour que les hommes et les femmes puissent être dans ces deux postures. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Bon, eh bien... Ah, Isabelle, nous t'écoutons, je t'en prie. Oui, moi je voulais déjà vous remercier parce que j'ai trouvé ça très éclairant. Moi je pense que je suis à fond un bison, mais que ça me coûte très très cher en termes de santé puisque j'en suis à mon 2e burn-out et que j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, enfin la collectivité plus exactement dans laquelle j'étais, pour pour me lancer dans une activité qui va m'être propre maintenant, qui va mieux écouter ce dont j'ai envie. Et vraiment tout ce que j'ai entendu là, ça fait tellement sens pour moi que j'aimerais savoir comment justement mieux me former sur ces sujets du facteur humain en fait, parce que je m'aperçois que ce qui m'intéresse, alors j'ai derrière moi des années d'accompagnement d'entreprise, mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Et je me dis, ça vraiment, c'est un axe que j'aimerais beaucoup explorer. Donc, est-ce qu'il y a des conseils de lecture, de choses qui me permettraient effectivement d'ajouter ça à mon arc de compétences? Je peux peut-être vous partager moi les compétences que j'ai, ce que j'ai acquis auprès de formateurs qui ont été assez exceptionnels. C'est le premier, c'est Will Schultz qui travaille sur l'élément humain. Voilà, regardez ça, vous pouvez lire son livre qui est très bien fait sur donc, ce qu'il appelle l'élément humain. Pour info, Will Schultz a étudié des fonctionnements d'équipe sur des destroyers pendant la guerre. Qu'est-ce qui fait que 2 destroyers qui sont les mêmes bateaux ont des résultats complètement différents d'un équipage à l'autre? Et donc, il en a déduit tout un enseignement et voilà, il y a des formations qui existent aujourd'hui sur Will Schultz. Et donc, un des éléments nécessaires, par exemple, de Will Schultz, c'est la confiance. Comment on crée la confiance dans une équipe? C'est le socle. Et puis après, il déploie, voilà, premier conseil. Je mets le lien dans le chat et on les remettra à l'issue. D'accord? Et le deuxième élément, moi, je me suis beaucoup formé, c'est ce qu'on appelle la théorie U de Otto Scharmer. Oui, je connais, oui. C'est un processus de transformation et qui passe non pas d'une ligne directe. Pour aller d'un point A à un point B, on n'utilise pas la ligne directe comme une gestion de projet classique, ce que font beaucoup d'organisations encore dans des processus de transformation, mais on va passer par un U. On va descendre et on va aller dans même une phase de ce qu'il appelle le presencing, une phase vraiment d'intériorité, puis on va remonter pour aller vers le résultat. Et c'est ça qui marche, en fait. Linéairement, l'être humain n'est pas fait pour dire on enquille comme ça des plans d'action à la chaîne. On a besoin de passer par des U. Donc, voilà. Donc, deuxième élément, c'est théorie U. Ça, j'ai exploré déjà parce que ça me paraissait effectivement très, très intéressant comme processus. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Et merci Alexandra, pour cette belle invitation. Super. Écoutez, pour respecter le timing, je vous propose que nous mettions fin à ce webinaire. Donc, vous pourrez le retrouver dans le replay sur notre chaîne YouTube et puis on vous le renverra. Alors, pas dans les 24 heures qui viennent, mais d'ici quelques jours. Et puis, écoutez, notre prochain webinaire sera avec Déborah Pardo, qui est une scientifique à impact. C'est le lundi 27 janvier à 13h. Et on traitera de comment déployer son envergure dans la transition.
Elle est experte sur les albatros et elle a toute une méthode à partager sur ce déploiement de l'envergure dans la transition environnementale. Et encore un immense merci, Laurent, pour ta présence sur ce sujet. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez parler de votre projet pour une prochaine intervention et sollicitation auprès de Laurent. Et écoutez, en tout cas, un grand merci pour votre présence.